à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un acteur qui va nous plonger dans un univers fascinant et inquiétant. Un univers qui pourrait bien nous donner des sueurs froides et auquel nous n'avons pas forcément l'habitude d'être confrontés en prime time sur le service public. Bonjour Guillaume Labbé. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors le titre de ce téléfilm, en tout cas de cette série qui est lancée là sur France Télévisions, donc sur France 2 en première partie de soirée ce mercredi, ça s'intitule Anaon. J'espère que je prononce bien parce que... Non, il y avait une chance sur deux. Anaon. Mais on l'a mal prononcé pendant quasiment tout le tournage. Parce que ce mot-là, en plus, on ne l'entend pas dès les tout premiers épisodes. Il faut le savoir. On comprendra peut-être de quoi il s'agit. On en parlera avec vous un peu plus tard. Alors vous, dans cette série, vous y interprétez Max. C'est un major de gendarmerie. Et on le voit dès les premières secondes de la série. Une adolescente évolue dans une ambiance à la fois brumeuse, un peu glauque, paranormale. Un petit groupe d'adolescents arrive vite au centre de l'intrigue. Est-ce que vous revendiquez d'une certaine manière la filiation avec Stranger Things ? Bah ouais, c'est impossible de ne pas la revendiquer. Ouais. C'est surtout, en vrai, Bastien Dartois, le créateur, l'auteur, et David Oureg. Mais comme Stranger Things se revendique du cinéma américain des années 80-90, des Goonies, de E.T., de tous ces trucs-là, c'est cette culture populaire. Et Stranger Things, ils ont remis le game à ce moment-là, quoi. Donc c'est toujours la ref, Avec cette bande d'ados, les vélos, enfin là on y pense à ce moment-là, je trouve. Donc mais franchement, moi j'ai une culture assez naze là-dessus. Vous n'avez pas regardé Stranger Things ? J'ai regardé un peu de la saison 5. Donc vraiment, je suis arrivé à la bourre de ouf dans le truc. Il a fallu raccrocher tous les wagons là, parce que... J'ai absolument rien compris. Je me suis dit, mais à quel moment les mecs ça leur plaît ce truc ? Je vous rassure, moi j'ai regardé les 2 premières saisons, j'ai rien compris non plus, mais je suis un peu bête. Et sur quelle croyance et sur quelle mythologie, si j'ose dire, cette intrigue repose-t-elle ? Alors c'est une mythologie celte et c'est vraiment sur l'Anaon, c'est l'endroit où les morts, enfin les âmes sont. C'est une espèce de purgatoire et il y a un passeur que vous avez peut-être pas, enfin si c'est dans les premiers épisodes, et c'est vraiment sur le monde des morts. C'est vraiment le passage de la vie à la mort avec, je sais plus comment s'appelle le passeur, mais... C'est le berger de la nuit, je crois. Exactement, le berger de la nuit. Le berger de la nuit, il a un nom en celte qui est... mais alors là, j'ai pas fait celte LV12, je vais pas pouvoir vous aider. Ça sert pas de ouf, C'est pas un truc pour les voyages. À la machine à café pour briller peut-être, mais sans plus, quoi. On est des petits cœurs fragiles, nous, avec Damien. À quel niveau vous placeriez le niveau de l'angoisse de cette série ? Est-ce qu'on va sursauter sur notre canapé ? Ouais, franchement, elle est flippante. Moi, c'était le truc, en la lisant au départ, je me suis dit, mais c'est une promesse pour France Télé. Au début, je me suis dit, c'est-à-dire qu'il parle quand même d'un monstre, est-ce qu'on va le voir ? Je me suis dit, on va jamais le voir. C'est une série, on n'aura pas ni les moyens, ni les on n'aura effets pas spéciaux, envie de le faire. Et en fait, le monstre est là, on le voit dès le démarrage, et on le voit vraiment, et après, on le voit vraiment bien. Mais c'est une bête qui a été hyper bien fabriquée dans un endroit où ils font des effets spéciaux qui sont assez dingues, et il y a un homme dedans, donc qui bouge, qui fait genre 2 mètres, qui fait 70 kilos, qui est une liane, qui est danseur, et donc tous ces mouvements sont très flippants, et nous on l'avait, donc ça c'est un énorme atout quand tu joues, parce que t'es pas sur un fond vert, t'es pas sur un mec avec des petites balles de ping-pong, et ça te fait pas peur, c'est flippant. Les maquilleurs, ce qu'ils faisaient dessus, on dirait, c'est une espèce de, c'est entre un arbre, un être humain, avec de la... C'est mouillé, c'était assez flippant. C'est assez visqueux et assez terrifiant. Exactement. Nous, on avait ça en face, vraiment. C'est pas sa vraie dentition, l'acteur, là, quand même. Parce alors, malheureusement, on a un gros plan sur sa bouche. Il y a des gros problèmes d'haleine et de dentition. Du coup. Il va falloir lui donner un petit dentifrice et une brosse à dents, quand même, un jour, parce que là, franchement, c'est pas bon pour la santé. On va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants, Guillaume Labbé. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeur. Allez, on commence les infomédias avec l'une des finalistes de la Star Academy qui a vécu une expérience assez singulière lors du dernier Prime. Et oui, c'était samedi dernier sur TF1. Ambre s'est qualifiée pour la grande finale du télécrochet face à Victor. Mais au lendemain de sa prestation, la jeune chanteuse a confié qu'elle avait ressenti un stress immense pendant tout le show, tout le Prime, notamment au moment de chanter avec Christophe Maé. Je ne sentais plus mes jambes, dit-elle, et j'ai fait des blackouts. Elle a précisé cela tout en soulignant qu'elle était elle semble-t-il en apnée pendant les 3 heures, les 3 heures de Prime. Donc ça fait un peu long. Donc la coach Marlène Schaff, qu'on a reçue d'ailleurs ici sur ce plateau, lui a conseillé, alors je ne sais pas si vous connaissez l'astuce Guillaume, de se tapoter tout le corps pour réveiller les vaisseaux et faire circuler le sang. Et là vous êtes moins stressé. Et là on est moins stressé, on ne fait pas des blackouts sur scène, paraît-il. Après c'est chelou de faire ça sur scène. C'est quand même bizarre. C'est un peu bizarre, je vous l'accorde. Moi pour le coup je fais un truc qui est récent, je prends un coach mental.
Ah ouais. C'est pas mal du tout. Ouais. Pour jouer, il faut être très dispo à un moment T. C'est parfois difficile parce que tu as énormément de sollicitations, de choses sur le tournage, et ils te donnent des outils pour être disponible au moment où tu dois jouer, et plein d'outils de respiration, de tout ça, et c'est assez ouf. Et ça marche beaucoup par la respiration, c'est ça? T'as beaucoup de techniques différentes, mais en fait je le faisais au rugby, et je me suis dit il y a quelques années, mais c'est quand même assez fou de pas le faire pour le jeu, alors que concrètement mon corps est mon outil, et que j'ai des moments de stress phénoménaux. Ah ouais. Avant les tournages ou pendant Ça peut arriver à n'importe quel moment pendant, mais il y a des séquences, quand tu lis un scénario, tu dis celle-là par exemple, c'est une séquence qui est extraordinaire, que j'ai envie de jouer, et puis il y a beaucoup d'émotions qui doivent me traverser, et donc tu peux bloquer sur cette séquence, et puis le jour J, il t'est arrivé un truc dans ta vie perso, ou alors il y a quelqu'un sur le tournage qui t'a énervé, il y a un truc qui s'est passé mal, et là il faut se recentrer en très peu de temps. Et en fait c'est des outils qui sont assez simples, et qui aide énormément. Et quand on est acteur, on n'arrive pas justement à faire la part des choses entre les soucis qu'on peut avoir dans sa vie personnelle et puis ce moment où on doit jouer par exemple quelqu'un de très guilleret, de très joyeux? Je pense qu'on l'a tous, n'importe quel boulot, on n'arrive ou pas à switcher, et c'est ça que ça te permet de faire. Quand tu arrives à switcher naturellement, dans ton boulot, j'imagine que ça t'arrive, il t'arrive des merdes, et puis quand tu te lances, c'est un peu comme dans le sport, tout d'un coup, t'es à 100% et t'oublies tout. Et parfois, ça t'accroche à un endroit et tu sais pas pourquoi, et donc t'arrives pas à performer. On n'arrive pas à s'en défaire. Vous avez déjà fait de la scène, vous aussi Vous avez déjà été stressé à l'idée de monter sur scène avant les représentations? Ouais, énormément, de la tension. Après, je l'ai moins au théâtre. J'ai beaucoup joué au théâtre, et je l'ai beaucoup moins au théâtre qu'à l'image. Parce qu'à l'image, en fait, tu vois tout le monde, c'est assez bizarre, mais le théâtre, une fois que ça s'éteint, moi, je pouvais pas regarder le public, par exemple, avant ou après. Moi, c'est vraiment le moment où je suis face au public, mais au théâtre, j'arrivais quand on voyait pas, mais en revanche, là, à l'image, tu as toutes les équipes techniques, donc c'est terrible. Donc il y a un truc où, pour croire que ce qui se passe est réel, il y a beaucoup plus d'obstacles. Je trouve qu'au théâtre, c'est plus authentique. T'es dans une bulle, et puis tu t'arrêtes pas pendant une heure et demie. Pas quelqu'un qui vient te recoiffer, te mettre du maquillage, du machin. Ça permet de croire à sa réalité. Allez, on va poursuivre encore avec Star Academy sur TF1 avec un invité surprise de marque. Mais oui, décidément, il s'en est passé des choses lors du dernier Prime. Dans le public, cette fois, on a aperçu le chanteur Stromae dans les gradins qui assistait incognito au show en compagnie de son épouse Coralie. Et ce sont des spectateurs présents qui l'ont filmé, qui ont diffusé les images sur les réseaux sociaux. On voit le Belge parler avec des personnes de la production, notamment Mathieu Vergne, mais aussi avec Sarah, c'est une candidate qui a été éliminée la semaine dernière. Alors, il est assez discret, et ses apparitions sont rares. On espère qu'il viendra sur le Prime pour chanter avec les élèves la prochaine fois. Alors vous, Guillaume Labbé, on connaît peu de choses de votre vie privée, si j'ose dire, mais on sait en tout cas que vous êtes papa de deux filles. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, la paternité, dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez dû vraiment reconsidérer tous vos projets, réajuster votre planning Enfin, ça m'a mis un énorme... En fait, la deuxième m'a mis un énorme coup de stress que j'ai pas mesuré au départ, qui était plus un stress de financier, de me dire déjà c'est un boulot qui est compliqué parce que c'est un boulot qui finalement avec le temps ça l'est moins, mais qui en fait ça peut s'arrêter à tout moment, tu stresses énormément. Vraiment la deuxième, je me suis là je pense qu'il y a une sensation de famille et de me dire il faut que j'y arrive, qui était assez irrationnelle. Le truc positif, c'est que ça m'a fait plus choisir, parce que pour partir de chez moi, il fallait vraiment que j'ai une motivation, et plus oser dire ça. Plus oser dire, mais en fait, non, je ne vais pas faire ce projet de manière très claire à mon agent, parce que je ne veux pas partir. En fait, il vaut pas ce que je vais perdre en partant de chez moi. Et puis après, ça c'est plus à titre perso, profondément, l'éventail de mes émotions grâce à mes filles. J'avais vraiment l'impression de jouer avec un piano comme ça, avec mes émotions, et tout d'un coup, elle t'amène une nouvelle note, où tu fais attends, c'est très très fort ce truc. Et donc ça m'a permis dans mon jeu de me connecter à des choses différentes. Donc, ça vous a apporté vraiment quelque chose, même dans votre métier, le fait d'être papa aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi un truc incroyable sur la carrière et sur les rôles qu'on m'a donnés, où en fait, j'ai souvent maintenant des rôles de père, et ça rentre beaucoup en résonance avec les questionnements que j'ai, avec tout ce que j'ai en tant que père, la difficulté, la volonté d'être tout le temps meilleur, et en même temps de me remettre en question. Et en fait, comme si les gens sentaient ça, ou comme si moi j'appelais ça. C'est le cas dans Anna, j'allais dire. Exactement. Vous jouez ce père d'une fille. Vous, dans la vie, vous en avez deux. Et d'ailleurs, quel papa êtes-vous? Vous êtes le papa poule, bad cop, good cop? Je suis... là où ça résonne avec Anaon, c'est que dans Anaon, c'est vraiment un père qui
ils vivent un deuil, donc le deuil de la mère de ma fille et de ma compagne. Et moi, en fait, la difficulté, c'est d'accepter ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'en fait, cette bête, elle représente le deuil, et j'ai du mal à imaginer que ma fille doit faire face à cette douleur. Donc moi, je nie la douleur. Donc il y a le côté surnaturel où la bête existe, mais pour moi, elle n'existe pas. Et donc, c'est d'accepter que ces enfants puissent souffrir. Et pour répondre à la question de quel papa je suis, j'ai du mal, moi, je suis assez protecteur, trop protecteur, et je pense que mon travail, il est de me dire, en fait, elles vont avoir du mal, elles vont souffrir, les émotions vont les traverser, et je peux juste les accompagner là-dedans, mais je ne peux pas les protéger de tout ça. Voilà, je suis assez papa poule qui essaye d'un tout petit peu lâcher prise. Et toujours dans le dialogue, bien sûr, c'est ça le plus important, c'est de pouvoir parler avec elles dialoguent beaucoup, là, elles ont 4 5 et 3 ans. En fait, à partir de 4 ans et demi, déjà, mais à partir de 2-3 ans, ça commence à t'as des trucs qui... il y a déjà ça dans sa tête. Quand je pense aux générations d'avant, ils ne pensaient même pas qu'ils réfléchissaient, ils prenaient ça, tu fais, attends, en fait, il se passe beaucoup de trucs. Oui, ça évolue beaucoup plus vite qu'avant, effectivement. Allez, on termine les infos médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 3. Et oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs rassemblés hier soir devant La Belle et le Boulanger sur TF1. C'est une nouvelle mini-série portée par le chanteur Amir Haddad. C'était ses premiers pas en tant que comédien. C'est réussi puisque la part d'audience est de 19,8%. TF1 est en tête devant L'amour et dans le pré notamment. Mais ça fait quand même moins bien que la semaine dernière et ça va vous concerner, Guillaume. Bah oui, c'est le diplôme. C'était le final du diplôme la semaine dernière avec vous, avec Clémentine Célarié. Là, il y avait 3,5 millions de fidèles rassemblés, plus de 20%, 21% de part d'audience, qui est colossal. Ah ouais, vous êtes attentif aux audiences d'ailleurs? En fait, je fais semblant d'en avoir rien à foutre. Donc, en l'occurrence, à chaque fois, je dis aux pros, non, mais typiquement, le diplôme, c'était génial. C'est-à-dire que le tournage était incroyable. C'était génial de défendre encore un rôle de père qui a du mal à s'en sortir. Alors là, c'était un père violent qui est en prison et tout ça, avec une ado qu'il n'a pas vu grandir. Et je me dis, moi, c'est bon, la part du marché, elle est faite, j'ai adoré. Et en fait, les audiences, en fait, tu as envie que tes sensations soient partagées. Donc, c'est le truc génial, pour le coup, de TF1 et de la télé, en fait, de France Télé, d'avoir autant de monde qui se réunissent en linéaire. Moi, j'adore que les gens soient devant. Il y a plus de 3 millions de personnes. Le diplôme, c'était 4 millions la première soirée. 4 millions 2, tu dis... Il y a des gens en linéaire, et moi, le côté tout le monde se retrouve, je suis pour un rendez-vous, l'ancienne. Les rendez-vous du mardi soir ou du dimanche soir, moi, je m'en souviens encore avec mes parents, donc je trouve ça. En fait, les audiences m'importent. Et ça va revenir le diplôme d'ailleurs? Et est-ce qu'il y a une saison prochaine qui est en préparation? Non, à la base, alors c'est pas moi qui décide, mais à la base, c'était vraiment un format fini. Maintenant, ça a tellement marché, il y a une envie de se retrouver. Maintenant, j'ai aucune idée de ce que TF1 veut, ce que la prod veut. Moi, à date, il n'y a pas de truc qui a été envisagé. Non, ça a été vu comme une série bouclée. En tout cas, il y a une série là dont vous allez nous parler aujourd'hui. Pour l'instant, on n'en est qu'à la première saison, ça s'appelle Anaon. Mais au regard de l'intrigue, nul doute qu'il y en aura peut-être 2, 3, 4, peut-être 10. On en parle dans l'interview du Buzz TV. Les 30 premières secondes de la série, franchement, elles vous plongent véritablement dans le vif du sujet. Une adolescente aux cheveux rouges sort d'une boîte de nuit, elle panique, elle s'enfonce seule sur une route noyée dans le brouillard, les lampadaires se mettent à clignoter, tout ce qui fonctionne à l'électricité finalement commence à clignoter, il y a des dysfonctionnements, etc. Et là, elle hurle de terreur. Une scène qui se répète un peu plus tard dans ce premier épisode avec un groupe d'adolescents. Vous en avez parlé, ce monstre qui terrorise la région, il existe en fait. On est vraiment dans du surnaturel, on est dans le paranormal là dans cette série. Ouais. En fait, il y a ce que je dis, il y a vraiment deux lectures, mais il y a vraiment cette lecture. Ma fille, elle est face au monstre et elle enquête avec ses amis. C'est là le côté Stranger Things de ces adolescents qui enquêtent. Et elle voit ça. Et moi, je n'y crois pas. Moi, je suis vraiment sur quelque chose de plus classique, plus cartésien. Et qu'est-ce qui vous a plu d'ailleurs dans le rôle de Max, qui est le major de la gendarmerie, qui enquête? Il est tourmenté à cause, vous l'avez dit, du deuil de son épouse, la mère de sa fille. C'est ça qui vous a plu, ce côté, cette ambivalence? C'est toujours, dans tous les rôles, c'est quelqu'un qui est un peu brisé et qui essaie de s'en sortir, en fait. Et qui, dans ce chemin-là, fait des erreurs, mais on sent qu'il essaye. C'est pas un super-héros. Il a des émotions, il souffre, et la relation avec sa fille, m'a vraiment attiré.
Alors avec Sarah, dans les 2 premiers épisodes, il y a un petit truc qui nous a un peu interpellés. Ce sont les fringues et les décors. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent l'impression, finalement, quand on regarde la série, d'être un peu dans les années 90, sans les smartphones, sans la plaque d'immatriculation de votre véhicule, d'ailleurs, qui nous rappelle qu'on est finalement en 2025 ou 2024, enfin bref, dans une époque contemporaine. On pourrait croire finalement qu'on se trouve au siècle dernier, parce qu'il y a très peu de nouvelles technologies. À un moment donné, il y a une réunion même dans un commissariat, il y a très peu d'ordinateurs portables. Les appareils photo réflexes ont l'air d'être assez anciens, etc. Ça, c'est voulu, c'est un peu pour renforcer le côté dystopique de cette série. Ouais, c'est sûr que ça ferait hyper plaisir à David Oureg, le réal, parce que ça fait partie de son ADN. C'est-à-dire que vraiment, il a faut voir que lui, il a tenu, avant d'être réal, il tenait le dernier, c'était le dernier loueur de cassettes vidéo et de DVD dans le 11e, qui a tenu le plus longtemps. C'était un résistant de ce truc. Donc lui, il a ça en lui et il aime cette époque et tout ça. Donc, on le sent bien, franchement, c'est voulu. Et ça se passe dans la commune de Ars, et on est d'accord, ça n'existe pas. C'est une commune inventée. Non. On tournait à Becherel. C'est Becherel, la ville. Comme le Becherel. En vrai, c'est là qu'ils sont. C'est là. Et en fait, il y a une toute petite ville qui est entre le sud de la Rance et Rennes, qui est dans la campagne bretonne et qui est magnifique, avec des gens vraiment de ouf, qui nous ont hyper bien accueillis. Là, vous êtes dans une sublime maison bretonne, hyper belle. Magnifique, ça rappelle la Bretagne. Mais d'ailleurs, vous avez dû réviser votre orthographe, non, quand vous avez tourné à Becherel ou... Ça fait 1 heure qu'il est sur la page. Attends, j'étais pas au courant. Faut que Alors, une série fantastique à la française, justement, est-ce que c'est pas un pari risqué ? Quand vous avez lu la première fois le scénario, est-ce que vous vous êtes dit, là, franchement, je vais dans quelque chose de très audacieux ? Je disais tout à l'heure en introduction, on a plutôt l'habitude de voir des thrillers classiques, Les Meurtriers et Capitaine Marlowe sur France Télé, une série fantastique. C'est sûr que là, on va faire le parallèle avec Stranger Things. Est-ce que c'est pas un pari aussi qui est très audacieux, quoi ? Si, mais en fait, d'abord, quand je lis, je vois que Bastien, le créateur, je vois qu'il a raconté vraiment une histoire. C'est-à-dire que ça parle du deuil et de comment gérer un deuil et de cette relation père-fille. Donc je me dis, il n'a pas fait du genre pour faire du genre. Il a fait ça, c'est une histoire de famille. Donc ça dépasse le fantastique. Ensuite, David, je sais qu'il a fait cette série historique qui était incroyable. Germinal. Donc je sais qu'il sait gérer le spectacle. Donc ça me stresse moins. Tetra Media, les producteurs, Alexandre Boyer et Antoine, ils font Paris Police, ils font des trucs de qualité où tu vois qu'ils savent mettre les moyens à l'image. Donc en fait, je suis rassuré à tous ces domaines. Et ensuite, il y a Capucine Mallard qui arrive au casting et je me dis, elle joue très très bien. Donc en fait, tout mis bout à bout, je me dis, le projet, il va être beau, quoi. Et vous, quel est votre rapport au paranormal ? Vous croyez à ces choses-là ? Vous êtes superstitieux ? Vous avez des croyances ? Moi, je suis de base très cartésien, mais en fait, comme je sais que du coup, on n'a pas expliqué le centième de ce qui se passe, je cite toujours l'exemple de Pasteur qui parle des microbes sur les mains en disant qu'il faut se laver les mains, et tout le monde lui dit non, t'es gentil, il se passe rien, si, on tombe quand même malade. Et un jour, t'as le microscope qui voit qu'il y a des microbes, et donc tous les gens qui pensaient que c'était paranormal, tu te balades en forêt, tu te sens mieux, et c'est assez récent qu'on comprend que les arbres nous envoient des vibrations. Donc en fait, finalement, je crois à beaucoup de trucs. Et vous êtes superstitieux ou pas ? Vous passez pas sous une échelle ? Pas du tout, non, je passe sous l'échelle. Vous lisez l'horoscope ou pas ? Non, même pas Non, vraiment, pas du tout. Alors que bon, peut-être que des gens arrivent à voir ça, mais l'horoscope, j'ai des potes qui écrivent des horoscopes. Ah oui, donc vous savez comment ça fonctionne. Je sais que, ils font ça, c'est du pipeau à 100%, les gars. Bon, tant pis, il y a un mythe qui tombe, là. Nous recevions hier sur ce plateau Estelle Denis, la présentatrice de Ça se discute sur RMC Live. Elle avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Salut Guillaume, alors tu viens du sport parce que tu étais rugbyman au Stade Français et moi ma question elle est simple, comment on fait pour passer du sport à la comédie ? Ah oui, ça c'est une bonne question, on a dû vous la poser 12 000 fois, mais c'est vrai que vous étiez promis à une carrière de rugbyman au départ. Non, mais en fait non, on me pose la question, mais j'ai fait ça, moi c'était un hobby et il s'avère que effectivement ça a dépassé le stade de hobby parce que je me suis retrouvé au Stade Français en espoir, en réchelle, dans les équipes jeunes, mais en fait j'ai jamais eu le niveau d'être pro. Je faisais mes études de psycho en parallèle et après je suis parti en fédéral, qui est en fait la 3e division. Donc j'ai été payé, mais en semi-pro, c'était pas non plus. Moi, j'avais des enveloppes de cash qui arrivaient, c'était pas des salaires. Donc en fait, je me suis jamais posé de la question de savoir si j'allais devenir un pro de rugby. C'était pas. C'est vrai qu'il y avait un fossé entre votre niveau et celui d'un joueur professionnel tel qu'on peut en trouver dans le 15 de France. J'étais à la génération de Kaiser, qui a Benjamin Kaiser, qui est en équipe de France. J'ai vu des gars, et là je prends un exemple d'un gars qui a une trajectoire qui est folle, mais des mecs qui ont après joué en Pro D2, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils étaient câblés pour ça, ils voulaient faire ça depuis le début, et puis même tout, ils avaient des capacités. Physiquement, j'étais vraiment très très bien, mais
mentalement, il y avait des trucs, je comprenais pas le jeu comme il le comprenait. Et vous pouvez encore jouer au rugby aujourd'hui ou à cause de votre métier de comédien, vous pouvez pas. Alors, franchement, de manière rapide, vous dépassez la marche. Alors là, vous méprenez, il n'y a aucune arrière-pensée. Je pensais plutôt aux oreilles, aux choux-fleurs, vous voyez, à ce genre de choses, au choc, quoi. Quand vous êtes comédien, vous pouvez pas avoir une tronche complètement déformée. Vos oreilles. J'ai arrêté. Ah oui, non, vous avez de très belles oreilles. C'est vraiment, vous avez de très belles oreilles. Je pensais pas que ça tournerait sur mes oreilles, effectivement. On l'a jamais dit. Si, justement, j'ai beaucoup de retours positifs sur mes oreilles. J'avoue vraiment, c'est un des endroits de mon corps. Sur votre CV d'acteur, j'ai vu très belles oreilles. En fait, si vous remarquez, j'ai surtout des très petites oreilles, trop petites. Pour le coup, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont placé des oreilles minuscules sur mon crâne. Pourtant, j'ai aussi pas une tête immense, mais vraiment les oreilles. Et j'entends normalement. On les voit, vous voyez, ça va. On n'a pas besoin de prendre un microscope pour voir vos oreilles non plus. Mais quand même. Du coup, vous ne pouvez plus jouer au rugby ou vous y jouez encore? J'ai arrêté. Maintenant, le rugby, alors j'ai pour le coup quand même joué à un niveau où on s'entraîne énormément. Il y a beaucoup de, c'est énormément d'heures par semaine. Et puis surtout, j'étais blessé tous les ans. Puis je me suis mis à jouer au théâtre et les entraînements étaient le soir. Le week-end, je pouvais plus jouer. Tout conjuguer, donc j'ai arrêté, Mais il paraît quand même que vous avez eu le temps de participer au célèbre calendrier des dieux du stade. Ça, c'est vrai ou c'est une légende? Si, c'est vrai. J'ai fait ça 18 et 19 ans. 2 ans. 2 ans. Donc ça se retrouve. Il y a un calendrier avec vous. Il y a un calendrier qu'on parfois on me ressort dans des émissions. Tout d'un coup, il y a mon mois et je me regarde et je me vois à 18 ans faire ça et je pense à mes pauvres parents. Je me dis, waouh, ils sont tellement cool parce qu'ils m'ont dit, on n'est pas content. Mais ils vous ont pas forcément soutenu, mais en tout cas ils vous ont laissé faire. Les photos, elles sont suggestives. Je suis nu avec un ballon alors qui cache mes parties. Et l'autre, je suis dans un bain dans un bain froid qu'on prenait avec des joueurs de rugby. C'était Mike James, je crois, et Raphaël Jéchou qui étaient eux pour le coup des pros. Mais je suis nu de dos, on voit mes fesses et j'ai 19 ans quoi. Bon après c'est pour la bonne cause aussi. On rappelle, c'est pour une association. Donc voilà, ça pousse aussi parfois à se dénuder ce genre de. Évidemment, j'ai fait ça pour ça. Évidemment. J'ai pas fait ça pour les soirées. J'ai pas fait ça pour ça. Non, mais après quand même, on a dû vous complimenter quand même. Enfin, c'est classe quand même. Franchement, c'était 2 années assez folles parce que d'abord, je pouvais côtoyer les joueurs de la Une et ensuite, on a fait des fêtes. C'était l'époque de Max Gazzini. On a fait des fêtes improbables. C'était génial. Ça devait être des super souvenirs. De belles années. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être acteur? Alors, comment la bascule s'est-elle faite à un moment donné entre ce parcours sportif et puis la comédie? La psycho, je pense que ça m'a vraiment intéressé, les personnages. J'écrivais tout le temps des nouvelles pour moi depuis assez jeune. Et puis, et je me suis mis à écrire avec des potes qui sont Florence Pizzer et Inan Chiche, qui sont maintenant scénaristes. On s'est mis à écrire et j'ai fait une école d'écriture. Ensuite, je suis parti à New York faire une école de jeu, de théâtre, vraiment. Pendant 3 ans et demi, et je suis rentré et ça y est, je savais que je voulais faire ça. Et puis j'ai joué au théâtre, et puis après l'image est arrivée. C'est fou parce que dans votre famille, on peut aussi citer votre sœur, Constance Labbé, qui est aussi comédienne, donc il y a un virus quand même qui circule. C'est bizarre parce qu'on n'est pas du tout. Mon père fait du conseil d'entreprise, ma mère est psychanalyste, et puis dans ma famille, j'ai une tante qui est philosophe, mais sinon. On est plutôt dans des boulots assez pas du tout artistiques. Pas artistiques. Non, il n'y a vraiment que nous deux. Et comment vous définiriez votre relation tous les deux, vu que vous faites le même métier, vous vous conseillez parfois? Est-ce qu'il y a même parfois une petite compétition entre frères et sœurs? Qui va détenir le meilleur rôle? Alors on n'a pas ça. Moi, je combats, je vais être honnête, j'ai des jalousies, des envies sur d'autres acteurs. Qui des trucs où je me dis, mais qu'est-ce que c'est petit ça, comme sans sas, horrible. Donc, bon, voilà, ça, mais avec ma sœur, on est vraiment. Alors, le fait, déjà, c'est ma sœur, donc il y a un amour qui est inconditionnel de fraternité, et puis c'est vraiment mon amie. Donc, je suis plutôt tout le temps heureux pour elle. Alors, oui, pour répondre à la question, on échange en permanence. On se conseille en permanence, on s'appelle dès qu'il y a un projet. On a le même coach de théâtre. Elle a fait l'école que j'ai fait à New York après moi, donc on s'est suivis sur notre parcours. Vous êtes assez proches en plus professionnellement. Et on vous propose d'autres rôles ensemble, parce que vous avez joué, vous vous êtes croisés sur l'école de la vie, ça c'était en 2021. Est-ce que j'imagine que les propositions ont dû tomber sur on a des propositions. Des rôles de frères et sœurs. On a des propositions. Ce qui est difficile, c'est qu'on a eu un truc fou de producteurs qui nous ont dit on a vraiment une série, c'est génial. Alors là, il y a une petite romance. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de truc physique. Et on a fait, attendez, mais... on s'est dit, c'est une blague, c'est impossible. Et s'il y avait une méconnaissance du métier de comédien, on se dit, non, mais vous inquiétez pas, vous ne touchez pas. Je fais, mais attendez, vous pensez que quand on joue à une attirance, on la joue. Attends, nous, on n'est pas là pour juger. Mais alors là, vraiment, c'est ce qui se croisent. C'est impossible. Mais même juste de jouer, qu'il y ait une envie, ça serait... Je pense que mon cerveau, je pense que je saignerais du nez. Mais donc voilà, après, on nous propose, mais c'est difficile parce que justement, de jouer ensemble nous mettrait une pression encore plus grande. On va le faire, on en a très envie.
mais il faut que ce soit un projet qui nous parle. On a très peur de... Bon, ils se sont fait plaisir, et faites un film de famille, les gars, prenez un DV. Si c'est pour faire de la merde comme ça, nous emmerdez pas, quoi. Alors, il y a un autre projet aussi que Sarah a retenu, et qui est d'ailleurs son projet préféré, c'est Escort Boy. Après Les Dieux du Stade, bien sûr. Alors, vous jouiez Ben, un homme qui hérite, on le rappelle, du domaine apicole familial après la mort de son père. Alors, il se retrouve responsable de sa petite sœur, Charlie, et face à des difficultés financières, lui et ses 3 amis décident de se lancer dans l'escorting masculin pour gagner de l'argent. Et il n'y aura pas de 3e saison. Non. Pourquoi ? Ah oui, mais c'est un scandale, ça. Alors, c'est que il y a eu la première saison qui était vraiment, c'était un concept. C'est une série israélienne qui a été adaptée. C'est vraiment ces gars de la campagne qui découvrent l'escorting. Oui. Et donc on découvre aussi tout ça. Et la 2e saison, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez différent, même si ça reste dans le même domaine. Ils ont traité d'autres choses. Et il y a la sensation du réal, en tout cas, et des auteurs de se dire, là, on a fait un peu le tour de cette question-là. Maintenant, la réalité, c'est que c'est vraiment Amazon et la boîte de production qui décident. C'est-à-dire que s'ils ont, ils ont le concept et qu'ils peuvent très bien se dire, ça serait absolument génial que on continue. Ils peuvent partir avec d'autres acteurs, d'autres. Nous, avec le réal, on s'est dit, on a fait le tour, mais c'est eux qui décident s'ils veulent nous rappeler. Vous rempilerez si jamais... Non, vous avez fait le tour. C'est difficile de me... C'est un rôle compliqué parce qu'il y a beaucoup... Votre corps est quand même... C'est ça, et ça fait 2 saisons de ça. Après, et c'est très difficile pour moi d'imaginer sans Ruben Alves, qui est le réal, il est arrivé après dans le projet, mais qui a aussi créé... Il y a Myriam et Charlotte, les productrices, mais c'est comme si l'équipe se délitait. Je ne sais pas si... Après, c'est impossible d'insulter l'avenir. Je n'en sais rien. Si ça se trouve, il y a un truc incroyable qui pourrait sortir, mais... Imaginez être sans les comédiens qui sont devenus mes amis, Ruben, compliqué. On a vu l'affiche d'Escort Boy à l'instant, là, mais vous avez toujours été le beau gosse qu'on connaît, là, ou quand vous étiez adolescent, comme nous, vous aviez des boutons, un appareil dentaire ingrat non, franchement, j'ai une pote il n'y a pas longtemps qui m'a dit putain, t'as de la chance, t'as bien tourné. J'ai fait comment ça ? Physiquement, tu vois, t'as pris un bon virage, t'aurais pu. Je fais, c'est quoi cette histoire ? Ça veut dire qu'avant, j'étais pas dégueu. Non, moi, je viens de loin d'un truc, en tout cas, en confiance, mais ça, je l'ai encore en moi. Ouais, moi, je me souviens qu'au lycée, j'hallucinais. Je me disais tout le temps, mais comment c'est possible que j'arrive à sortir avec une fille ? C'est vrai, vous n'aviez pas confiance en vous. Non, moi, non. J'étais vraiment beaucoup dans l'humour, les blagues, les discussions, les trucs, en me disant, ça marche pas mal, c'est ça mon atout. Mais encore aujourd'hui, au fond de moi, j'ai ce truc-là d'un gars où quand je sens qu'une femme, il y a une attirance ou un truc, je me dis... Pour moi, je commence à regarder. Il y a quelqu'un derrière. Ouais, j'ai encore ce truc que donc non. Ouais. Quelque part, c'est une preuve d'humilité aussi. Ou mes parents qui n'ont pas fait le taf de me filer confiance en moi. Non, mais ça, vous savez ce que c'est ? C'est vos petites oreilles, ça. C'est le problème, J'avais jamais dû m'ouvrir ce moment. Ça y est, Il ne faut pas nous donner la perche, on la prend. Merci Guillaume Labbé, merci d'avoir été sur ce plateau. Anaon, c'est donc le titre de la série que France 2 lance ce mercredi en première partie de soirée sur France 2. Et vous y interprétez un major de gendarmerie, c'est absolument fabuleux. Et on vous conseille de regarder cette fiction. Merci beaucoup Guillaume, merci Sarah, et le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.